Grande avancée dans l'affaire du chirurgien vasculaire accusé du meurtre de sa femme et de son mari. Vous regardez une photo d'identité judiciaire de Michael Mackey, désormais de retour dans l'État de l'Ohio, l'homme accusé d'avoir tué Monique Tepi et Spencer Tepi. Nous recevons aussi de nouvelles informations d'une personne se disant ex-petite amie de Michael Mackey. Vous voudrez entendre ce qu'elle dit sur leur supposée relation. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous! Avant de commencer cet épisode de On the Case, je veux présenter notre sponsor, Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures corporelles aux États-Unis. Ce cabinet de plus de 1000 avocats a récupéré des milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers des mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars, alors que l'assurance n'offrait que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à défendre vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone si vous êtes blessé via forthepeople.com /over the counter. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Michael Mackey est de retour dans l'Ohio, sa première visite depuis longtemps. La police dit qu'il aurait pénétré par effraction chez son ex-femme et son mari, puis les aurait abattus la nuit alors que leurs enfants étaient présents. Voici la nouvelle photo d'identité judiciaire diffusée cette semaine par les autorités de l'Ohio du docteur Michael David Mackey, chirurgien vasculaire. Ici, vous le voyez fixer la caméra, accusé d'un crime qui a bouleversé Columbus. Cela a bouleversé de nombreuses personnes suivant cette histoire depuis le début. Nous aborderons dans un instant les possibles suites juridiques. Nous venons également d'apprendre, juste avant cet enregistrement, quand Michael Mackey comparaîtra devant le tribunal de l'Ohio. Mais je veux aborder de nouvelles informations que nous recevons concernant l'établissement de la chronologie. À propos de qui est Michael Mackey, comment il était et ce qu'il a fait récemment. Après son divorce avec Monique Tepe, née Sabaterski, elle a épousé Michael Mackey en 2015. Mais ce mariage, comme mentionné, a pris fin rapidement en 2017. Maintenant, alors que cette enquête était en cours, il semblait à première vue qu'il s'agissait d'un divorce à l'amiable. Évidemment, aucun divorce n'est agréable à vivre, mais celui-ci, il a été déposé en 2017 et un mois et demi plus tard, il a été finalisé. Mais clairement, personne ne qualifierait ce divorce d'amicable. Compte tenu de ce dont Michael Mackey était maintenant accusé, il y a aussi eu énormément de spéculations sur Michael Mackey, qui il était, ce qu'il a fait. Je veux dire, nous avons parlé à une ancienne voisine de Michael Mackey à Chicago, dans l'immeuble de luxe, qui a dit que Michael Mackey était gentil, qu'elle n'aurait jamais soupçonné qu'il serait accusé de quelque chose comme ce dont il l'est. Mais elle a dit qu'il semblait souvent être seul, qu'il n'avait jamais vraiment personne autour de lui. Nous avons parlé à des gens de sa ville natale et ils nous ont dit qu'ils se souvenaient de lui comme étant incroyablement intelligent. Parfois, il peinait à s'intégrer socialement. Un TikTok désormais supprimé, devenu viral ce week-end, montrait une femme affirmant avoir fréquenté Michael Mackey. Et dans ce TikTok, elle a publié ses photos qui semblent la montrer avec Michael Mackey lorsqu'il est allé rencontrer sa famille. Nous taisons son nom et cachons son visage car elle n'a pas répondu et nous ne pouvons confirmer la relation. Elle avait désormais des choses intéressantes à dire. Nous avons contacté cette TikTokeuse pour qu'elle vienne partager son expérience. Elle n'a pas répondu et a supprimé la publication qui commençait à être relayée par les médias. Cette femme affirme avoir rencontré Mackey lorsqu'il était interne en chirurgie générale, donc en Virginie. En 2017, peu après le divorce officiel de Michael Mackey avec Monique, cette femme affirme être sortie avec lui fin 2017 puis durant la majeure partie de 2018. Elle a évoqué le mariage avec Monique Tepe et ce que Michael Mackey lui a dit sur sa fin, ainsi que le point de vue de Mackey. Selon une femme sur TikTok, le divorce a choqué Michael Mackey, qui disait être rentré un jour chez lui après le travail. Et Monique était partie, leur chien était parti, et les affaires de Monique avaient disparu. Maintenant, c'est certainement un point de vue, si c'est ce que Michael Mackey croit, parce qu'ensuite, il y a les membres de la famille de Spencer Tepe. Son beau-frère a confié à Law and Crime qu'il pense que Michael Mackey était verbalement abusif envers Monique, ce qui a mené au divorce. La femme a déclaré sur TikTok qu'elle était choquée par les accusations contre Michael Mackey
pensant qu'il était un homme bien, l'ayant toujours bien traité, mais c'est elle qui a rompu. Parce que, même s'il était gentil, ils n'ont tout simplement pas réussi à trouver une connexion profonde et il semblait simplement qu'il avait une barrière entre eux pendant qu'ils sortaient ensemble. C'est quelqu'un qui semblait cocher toutes les cases d'après un manuel. Perspective intelligente, de Times Recorder à Zanesville, un journal a publié un article en 1994, lorsque Mackie était en première année, disant qu'il avait reçu une mention honorable pour un concours d'affiches du secrétaire d'État de l'Ohio. À 13 ans, le journal le cite pour son excellente note à une journée scientifique d'État. À 14 ans, il gagne le concours d'orthographe de la ville, puis Mackie finit premier de sa classe au lycée. Il a été boursier national au mérite, étudiant en biologie de l'année et membre de la Société nationale d'honneur. Il a fini dans les 25 premiers au concours d'histoire américaine de l'Université de l'Ohio et a obtenu une mention honorable au niveau de l'État en football américain. Un vrai profil LinkedIn. Vous sentez qu'il avance bien. Il part à Columbus où il rencontre Monique Sabaterski, qui deviendra plus tard Monique TP. Des photos d'eux ensemble datent de 2013 sur Facebook. Ils sortent ensuite ensemble, se marient en 2015 et devaient avoir la fin de la vingtaine. Donc, en tant que couple marié, Monique et Mackie déménagent en Virginie. Et c'est là que Mackie poursuit son parcours pour devenir chirurgien en faisant une résidence. Le 2 mai 2017, le mariage est enregistré. Monique demande ensuite le divorce dans le comté de Franklin, Ohio. La plainte précise qu'au moment du divorce, elle habitait l'Ohio depuis plus de 6 mois, alors que Mackie vivait encore en Virginie. Donc c'était un mariage qui avait pris fin bien avant que le divorce ne soit finalisé. Un mois et demi après la demande de divorce de Monique dans l'Ohio, le divorce a été prononcé le 16 juin 2017. Le jugement de divorce indique que les parties sont incompatibles et que l'épouse a droit au divorce. Il poursuit ainsi. Le contrat de mariage entre le mari et l'épouse est résilié et les parties sont libérées de toute obligation, sauf disposition contraire dans l'accord de séparation. Vous pouvez voir que ce jour-là, en juin, Monique et Moki ont tous deux signé le document mettant fin à leur mariage. Donc l'accord de séparation expose les détails du divorce. Et cette phrase a attiré notre attention compte tenu de ce dont Mackie est maintenant accusé. Citation. Chaque partie aura droit à la vie privée dans sa résidence individuelle, sauf disposition contraire dans le présent accord. Aucune partie ne doit entrer chez l'autre sans la permission du conjoint résident et une approbation préalable. Le mari et la femme peuvent et doivent être libres de toute ingérence, autorité et contrôle, direct ou indirect, de la part de l'autre, de manière totale. Comme s'il ou elle était célibataire, sans mention du mariage, une formule fréquente pour les divorces. Mais c'est d'une certaine manière un triste présage de ce qui s'est passé chez Monique le 30 décembre. On ignore pourquoi la police pense que Mackie aurait choisi le 30 décembre pour tuer Monique et son mari Spencer TP, dentiste. On ignore ce qui se passait alors dans sa vie. Désormais, la seule chose connue sur Mackie avant la mort des TP, c'est qu'il semblait qu'il fuyait un procès pour faute professionnelle intenté dans le Nevada. Ce procès de 2024 accuse un assistant médical d'avoir mal inséré un cathéter avant une intervention. Le cathéter se serait cassé, laissant 86 pouces à l'intérieur du patient. À ce moment, Mackie travaillait pour un groupe chirurgical et est cité dans le procès. Ce n'est pas l'intervention elle-même, mais parce qu'il était responsable de la formation de la personne ayant posé le cathéter, et le procès dit qu'il ne l'a pas assuré. Mais ce qui était vraiment préoccupant dans cette histoire avec ce procès, c'est que lorsqu'il a fallu remettre à Michael Moki les documents judiciaires liés à cette affaire, personne n'a pu le trouver. Il avait disparu. La société a tenté 9 fois de lui remettre une plainte modifiée sans réussir à le trouver à Las Vegas, dès 3 mois avant les meurtres. Et il s'est avéré non seulement que sa licence chirurgicale du Nevada avait expiré à l'été 2025, mais son propre bureau, dans ses documents judiciaires, est indiqué comme ayant déclaré cela. Le docteur Michael Mackie a tout simplement disparu et il est allégué que l'adresse qu'il avait donnée à son bureau n'était pas une adresse réelle. Maintenant, au moment où les Tepis ont été assassinés, Mackie travaillait pour un centre médical à Rockford, dans l'Illinois. C'est à environ 1 heure et demie à l'ouest de Chicago. Moki vivait bien à Chicago, dans un immeuble de luxe, et voici les vidéos de la police enquêtant sur cette propriété après son arrestation. La police dit avoir trouvé des armes dans son appartement au 12e étage, dont une liée à la scène du meurtre. À Columbus, la police évoque un lien préliminaire. Le 30 décembre au matin, Mackie aurait conduit de Rockford, Illinois, à Columbus, soit environ 7 heures de route. Il serait ensuite entré dans la maison des Tape
et leur aurait tiré dessus à plusieurs reprises dans la chambre au deuxième étage. Puis il est reparti et serait retourné à Rockford, où il a été arrêté quelques jours plus tard, près de son lieu de travail actuel. Il aurait été arrêté par des agents fédéraux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, dans un Chick-fil-A, plus de 10 jours après les meurtres. Les enfants TP, âgés de 4 et 1 an, étaient à la maison lors du meurtre présumé de leurs parents par Michael McKee, mais n'ont pas été blessés. Un Golden Doodle vivait aussi là. Le chien n'a pas été blessé et tous sont maintenant auprès de la famille. Michael McKee. Voici donc Michael McKee. Lorsqu'il a comparu brièvement devant le tribunal pour la première fois dans le comté de Winnebago, dans l'Illinois, c'était le 12 janvier. Il a calmement donné son nom au juge, puis a renoncé à l'extradition, permettant ainsi son retour en Ohio. Nous en sommes là. Un grand jury de l'Ohio a inculpé Michael McKee de 5 chefs d'accusation. Il n'est donc plus seulement accusé de 2 chefs de meurtre aggravés, il fait maintenant face à 4 chefs de meurtre aggravés et un chef de cambriolage aggravé. Et nous avons appris une nouvelle information sur ce qu'il aurait eu sur lui la nuit où il aurait commis ces meurtres. Voici l'acte d'accusation, et lorsque vous regardez les chefs d'accusation pour meurtre aggravé, ils comportent une spécification concernant l'utilisation d'une arme automatique ou d'un silencieux, ou le fait d'avoir exhibé ou brandi une arme à feu. Plus précisément, je cite, les membres du grand jury constatent et précisent que Michael McKee avait une arme à feu équipée d'un silencieux ou d'un modérateur de son, en sa possession ou sous son contrôle lors de l'infraction. Concernant l'accusation de cambriolage aggravé ajoutée. Le grand jury a jugé les preuves suffisantes, mais qui est entré illégalement chez les TP et possédait une arme mortelle ou a menacé, tenté ou blessé quelqu'un, ce qui constitue, selon la loi de l'Ohio, des circonstances aggravantes. Maintenant, la police a déclaré qu'elle pense que cette personne d'intérêt, vous vous souvenez de cette vidéo, cette personne qui a été vue sur la vidéosurveillance du quartier en train de marcher derrière la maison des TP, à peu près au moment où la police dit qu'ils ont été tués entre 2 h et 5 h du matin le 30 décembre et pense désormais que la personne d'intérêt était Michael McKee. La police a précisé que de nombreuses informations restent confidentielles, mais qu'elles pourraient être liées à cette scène. Ils n'ont pas expliqué comment ils seraient entrés chez Spencer et Monique TP. La police n'a constaté aucun signe d'effraction. Cela reste donc un mystère. L'avocate commise d'office de McKee, lors de son audience dans l'Illinois, a déclaré aux médias qu'elle s'attend à un plaidoyer de non-culpabilité de son client pour les accusations dans l'Ohio. Nous verrons ce qui se passera lors de sa mise en accusation. Pour l'instant, il doit comparaître vendredi à 13 h devant un tribunal de Columbus. Pour en discuter, nous accueillons depuis l'Ohio le juge retraité Finan Rucker, devenu avocat. Merci comme toujours d'être avec nous sur Law and Crime. Cette affaire suscite énormément d'attention et pour cause, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Grand développement. Michael McKee revient dans l'Ohio. Maintenant qu'il est extradé dans l'Ohio, que va-t-il se passer? Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici. Mais qui a été inculpé puis extradé? Que veut dire extradé? Cela signifie que vous êtes transféré ailleurs de 2 façons possibles. Premièrement, vous pouvez accepter volontairement d'être extradé parce que vous savez que vous allez devoir aller faire face aux accusations dans ce nouvel endroit. Ou vous pouvez refuser et exiger qu'ils viennent vous chercher. Une procédure légale prenant généralement 10 à 14 jours doit alors être suivie. Ici, il a accepté l'extradition et donc il a renoncé à son droit de les combattre, ce qui permet de le ramener dans l'Ohio. Ensuite, il sera présenté devant un juge de la Cour des plaids communs. Il y a généralement 2 audiences de mise en accusation. Lorsqu'une personne dans l'Ohio est accusée d'un crime grave, comme c'est son cas, elle est inculpée de meurtre aggravé et de cambriolage aggravé. Il y a 5 chefs d'accusation, chacun entraînant une première inculpation au tribunal municipal. Le grand jury examine les faits et décide si les accusations doivent être maintenues, modifiées, réduites ou abandonnées, mises en accusation. Ensuite, il y a une deuxième comparution, puis l'affaire est inscrite au calendrier et attribuée à un juge permanent et la procédure commence à avancer plus facilement. Quand on examine les chefs d'accusation retenus, notamment le meurtre aggravé, on comprend que ce n'est pas un simple meurtre, mais un degré supérieur. Dans l'Ohio, qu'est-ce qu'un meurtre aggravé? Il est donc important de comprendre que le meurtre aggravé implique d'abord un meurtre et l'accusation de meurtre, bien sûr, c'est le fait de tuer quelqu'un d'autre sans justification. Le meurtre est puni de 15 ans à la perpétuité.
Le meurtre aggravé implique qu'un autre élément était présent lors de l'acte. La commission d'un autre crime, comme un cambriolage aggravé ou un meurtre rémunéré, tu vois. Le meurtre aggravé indique qu'il y avait certaines circonstances atténuantes qui ont augmenté la peine potentielle. La preuve reste la même, mais il faut ajouter et prouver la raison de l'aggravation. Mais les peines potentielles sont vraiment triples. Pour un meurtre aggravé, la réclusion à perpétuité est obligatoire, alors qu'un meurtre simple prévoit 15 ans à perpétuité. Cette peine à perpétuité peut être assortie d'une période de libération conditionnelle après 20, 30 ou 35 ans, ou bien il peut s'agir d'une perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ou dans certaines circonstances, le meurtre aggravé implique la peine de mort et cela aurait dû être précisé dans l'acte d'accusation, ce qui, rien ne montre qu'ils veulent appliquer la peine de mort pour ces accusations. Quand cela se produirait-il généralement? S'il devait examiner et dire que c'est une affaire ou s'il pense que Michael McKee, que cela a été ciblé, que c'était prémédité. La police a dit que de jeunes enfants étaient dans la maison. Ils n'ont pas été blessés, mais cela les marquera à vie avec ce qu'il aurait fait. À quel moment du processus la possibilité de la peine de mort entre-t-elle en jeu? La loi de l'Ohio précise quand un procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Permettez-moi d'être clair, le procureur garde toujours le pouvoir discrétionnaire de poursuivre la peine de mort si les faits le justifient. L'un des exemples où l'État poursuit la peine de mort serait lorsqu'un fonctionnaire du gouvernement est la victime du meurtre. Une autre situation serait la mort de plusieurs personnes, comme dans le cas d'un tueur en série. Deux ne suffisent pas nécessairement. Nous le voyons en tant que citoyens ordinaires et disons c'est grave. On considère les crimes haineux comme des circonstances aggravantes. Mais chaque cas où une vie est prise comporte déjà des circonstances aggravantes. Certains soutiennent que c'était injuste et illégal, ce qui justifierait la peine de mort. Mais la loi, en particulier dans l'Ohio, est assez claire sur les circonstances dans lesquelles un procureur peut demander une peine de mort. En parlant de spécification, une note spéciale figure sur son inculpation. Le fait que les forces de l'ordre pensent donc qu'il aurait utilisé un silencieux dans cette affaire, pourquoi est-ce important au-delà du fait d'essayer de dissimuler? S'il est coupable de ce dont on l'accuse, pourquoi cela compte-t-il? Pourquoi est-ce important juridiquement au point d'être précisé dans l'acte d'accusation, car il pense qu'il a utilisé un silencieux? En plus de l'accusation de cambriolage aggravé, une circonstance aggravante, il s'agit de commettre un meurtre lors d'un autre crime. Le fait d'utiliser un silencieux lors de la commission d'un meurtre pourrait également constituer un facteur aggravant qu'ils peuvent utiliser ou invoquer comme fondement de l'accusation de meurtre aggravé et pas seulement de meurtre simple. Le silencieux, d'un point de vue factuel et historique, a été utilisé de manière à tenter de dissimuler ou de cacher les actes malveillants d'un individu commettant ce type de crime. Donc, l'utilisation d'un silencieux, la façon dont il a quitté les lieux et a tenté de dissimuler son identité avant de s'enfuir. Et tout cela est probablement davantage lié au mobile et aux actes qu'à l'aggravation de la peine qu'il pourrait encourir. Ici, on regarde cette affaire et dès le début, c'est horrible que ces deux personnes aient perdu la vie. Et puis, en suivant l'affaire, vous savez, cela a été un mystère pendant un certain temps. À ce stade, il est seulement suspect, pas encore coupable. On découvre ensuite que c'est son ex-mari depuis 10 ans, un chirurgien vasculaire d'un autre état. On comprend pourquoi beaucoup de gens s'intéressent à cette histoire dans votre domaine. En tant que juge, vous avez traité des affaires avec des personnes très mauvaises et Michael McKee est accusé d'en faire partie. Qu'est-ce qui vous frappe chez lui jusqu'à présent avec son passé et ce dont il est accusé? Eh bien, je vais vous dire, en tant que juge, j'ai été juge pendant 13 ans, j'ai été procureur avant d'être juge. Dès le début de ma carrière, une chose m'est apparue clairement. L'idée que le système judiciaire se concentre plus sur les actes que sur la nature supposée d'une personne est bien plus importante. Malheureusement, quand nous observons certaines professions, nous pensons aux médecins, parfois aux avocats. Bien qu'il existe de nombreuses blagues sur les avocats et leurs actes,
D'autres professions peuvent aussi nous surprendre. Il existe des sociopathes, des psychopathes et des personnes dangereuses capables de naviguer dans les systèmes éducatifs et d'accéder à toutes les professions, y compris la nôtre, même si nous les soupçonnons d'activités criminelles. Et il semble ici que quelqu'un qui, 10 ans après un divorce, ait dans son esprit un objectif intentionnel et délibéré, de retourner au domicile de son ex-femme où il y avait des enfants et d'exécuter son mari et son ex-femme alors que les enfants sont présents. Cela ressemble à quelqu'un qui soit s'est détérioré, soit a eu de très mauvaises intentions depuis un certain temps. Peut-être cela a-t-il été ignoré à cause de son métier de chirurgien vasculaire. La chef de la police de Columbus a déclaré en conférence de presse qu'il pensait à un acte de violence domestique. Et il y avait clairement ce mariage, et on peut faire le lien entre Michael Mackey et Monique Tepe. Mais la grande question pour beaucoup de personnes qui suivent cette affaire, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi aurait-il fait cela la veille du Nouvel An? Ils sont divorcés depuis longtemps. Il a vécu dans d'autres États, elle a continué sa vie. Mais ensuite, quand on regarde la question de le condamner, et s'il est coupable de ce dont on l'accuse, à quel point est-il important que les procureurs découvrent le pourquoi? Quant à la raison précise de cet événement cette nuit-là et à son véritable motif, Eh bien, vous savez, pour prouver, comprenons-le, dans les condamnations pénales, la preuve au-delà de tout doute raisonnable est la norme la plus stricte de notre système juridique pour priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens. Le mobile est utile pour prouver ou atteindre cette norme, mais il n'est pas requis. Si tout ce qu'ils sont capables de prouver ou de présenter, c'est la preuve qui montre en fait qu'il était la personne qui a commis ces meurtres odieux, le mobile n'est pas requis, le mobile serait peut-être utile et certainement, je peux vous promettre que les enquêteurs et détectives chevronnés qui travaillent sur cette affaire s'efforcent fiévreusement d'examiner toutes les preuves. Nous laissons des traces en ligne et sur les réseaux sociaux. Des collègues et relations seront interrogés par les détectives pour tenter d'obtenir un indice sur un éventuel mobile. C'est utile, mais ce n'est pas nécessaire pour établir cette preuve au-delà de tout doute raisonnable. Nous ne le saurons peut-être jamais, à moins qu'un indice ne soit révélé au cours du processus d'enquête, ou peut-être, s'il est vraiment coupable, il choisit de l'avouer lui-même. beaucoup de choses restent inconnues et vont émerger, car nous sommes au début de cette affaire. Selon les preuves de la chef de la police de Columbus, Helen Bryant, ils pensent avoir une vidéo de surveillance de lui derrière la maison. Ils pensent que la personne d'intérêt monte dans un véhicule retournant à Rockford, Illinois, et disant que c'est sa voiture. Ils ont aussi fouillé son appartement à Chicago et pensent avoir un lien préliminaire avec une arme utilisée dans les meurtres des Tépis. Du point de vue du public, ce sont des preuves assez solides contre quelqu'un pour l'avocat de la défense qui reprendra l'affaire. Je veux dire, comment abordez-vous cela en le sachant? Je veux dire, rien que le fait que l'ex-mari soit présent au moment où le mari et la femme sont tués et qu'il soit dans la région alors qu'il vit dans l'Illinois. C'est déjà accablant, même si c'est circonstanciel. En tant qu'avocat de la défense, comment abordez-vous ce dossier face à ces éléments? Vous pensez vraiment que Michael Mackey est innocent? Vous savez, quand nous jugeons des affaires devant le tribunal de l'opinion publique, c'est très différent des salles d'audience où je portais une robe et prenais des décisions. Ce que nous voyons et pouvons connaître sans filtre durant cette phase du processus, le fait qu'une arme à feu potentiellement liée à ce crime ait été retrouvée chez lui dans l'Illinois et que potentiellement l'individu qu'ils ont observé sur les vidéos, ce soit lui. Même caché, sa démarche les a fait croire qu'il s'agissait de la même personne. Quand on suit l'affaire dans le tribunal de l'opinion publique, on pense immédiatement c'est lui, il l'a fait, c'est évident. Mais devant le tribunal, une requête en annulation peut être déposée afin de contester le droit de la police à entrer dans la maison où l'arme a été trouvée. Que se passe-t-il s'ils entrent illégalement dans cette maison? L'arme liée au crime pourrait ne jamais être présentée comme preuve.
Que se passe-t-il si les avocats de la défense se concentrent sur l'idée que, oui, il ressemble peut-être à l'homme sur les images de la caméra, mais qu'il n'y a pas nécessairement de preuves, au-delà de tout doute raisonnable, que c'était réellement lui? Un autre voisin, 3 rues plus loin, marchait de la même façon et avait une taille similaire. Je veux dire, chacun de ces points est examiné séparément par un bon avocat de la défense pour découvrir comment et quoi contester. La preuve au-delà de tout doute raisonnable est la norme la plus élevée de notre système juridique. Et pourtant, encore une fois, avec notre regard non filtré, nous voyons et entendons les preuves qui sont présentées et il n'y en a pas beaucoup pour l'instant qui sont présentées. Il y a des exigences et des mécanismes juridiques qui sont nécessaires à chaque étape du processus pour que ces preuves soient même prises en compte par le jury ou le juge chargé de cette affaire. Et vous savez, enfin, je pense à penser à la personne qui sera le juge dans cette affaire. Et soudainement, on vous confie une affaire qui va attirer beaucoup d'attention médiatique tant qu'elle durera. Des caméras pourront filmer dans la salle d'audience et observer vos gestes. En tant que juge, vous avez déjà géré de grandes affaires, je comprends. Puis ce moment où tous les regards sont sur vous, où tout le monde connaît votre nom, devient une affaire nationale. Comment un juge s'y prépare-t-il d'une façon que nous ignorons souvent de l'extérieur? Eh bien, vous savez, il y a eu certainement de nombreuses fois au cours de ma carrière où les salles d'audience étaient remplies de caméras. Dans chaque ville où j'ai travaillé, certaines avaient un impact national dans l'actualité. En tant que juge, j'aborde cela ainsi et je pense que ce sera pareil pour le juge chargé de l'affaire. C'est l'attente de tout juge traitant ses affaires. Et cela, c'est avec l'impartialité, sans idée préconçue, qu'il traite chaque affaire, qu'il lui accorde un examen attentif et une considération approfondie de la loi et des faits, comme ils le font pour chaque dossier. En tant que juge, j'ai veillé à traiter toutes les affaires de la même manière. Premièrement, en fonction de la personne qui se tenait devant moi et deuxièmement, en fonction de ceux qui pouvaient regarder ou avoir un avis à ce sujet, à ce moment-là. Que moi, en tant que juge, je commence à céder à la clameur publique ou à ce que je pense être les souhaits de la communauté ou à qui regarde. À ce moment-là, j'ai violé mon serment et c'était quelque chose dont je faisais très attention. Et je soupçonne que la grande majorité des juges qui jurent de défendre la Constitution et les règlements de notre pays font de même. Je pense que ce juge agira de la même façon, avec ou sans caméra. Et nous verrons comment cette histoire évolue. Évidemment, beaucoup d'attention. Michael Mookie, maintenant de retour dans l'Ohio pour faire face à ces accusations très préoccupantes. Nous verrons comment cela se passe. Le juge à la retraite, Finan Rucker, avocat. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Heureux d'être ici. Passez encore une excellente journée. Michael Mookie doit comparaître au tribunal vendredi à 13h, fin de On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify ou retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine